Alors, pour commencer, les gens de la table ont choisi quelqu'un d'assez extraordinaire pour venir comme présidente d'honneur. Je suis très, très émue de rencontrer cette personne-là parce que c'est quelqu'un d'une grande sensibilité. Alors, cette personne-là, c'est Madame Marie-Cissy Labrèche, qui est auteure de Borderline et qui a été traduit en plusieurs langues. Elle a aussi co-scénarisé. Le film Borderline a été à l'affiche en 2008, on se rappellera, et a remporté plusieurs prix à travers le monde. Elle est aussi l'auteure de La Lune dans un HLM, qui a été publié en 2006 aux Éditions Boréal, et d'une collection pour ados, Psy malgré moi, en 2010, à la courte échelle. Elle fait paraître en février 2012, donc c'est une primeur là, demain, le recueil de nouvelles au Boréal, Amour et autres violences. Elle a aussi longtemps été journaliste pour les revues Clin d'œil et Filles d'aujourd'hui. Elle écrit présentement un film avec le réalisateur Charles Binamé et est nouvellement maman d'un petit chou roux. Oui. Un petit roux. Oui, il est vraiment roux. Voilà. Alors, je vous laisse au bon soin de Madame Labrèche. Bienvenue. Bon, allô? Oui, on m'entend? OK. Bon, ben, c'est le fun. Je me retrouve dans une salle pleine de psychologues, puis moi, j'aime ça, les psys. C'est même pas une farce, là, j'aime vraiment ça. OK. Bon, écoutez, là, j'aurais eu besoin de ça dans l'auto tantôt parce que j'étais coincée dans le trafic. J'ai encore le du trafic, là, mais bon. OK. Alors, quand je pense... OK, je parle vite en passant. Si jamais vous ne comprenez pas ce que je dis, là, faites-moi un signe de ralentir parce que je suis nerveuse. Je n'ai pas l'habitude de parler devant le monde, donc je parle encore plus vite. Puis Michel, qui m'a amenée ici, là, ben, c'est par elle que je me suis retrouvée ici, là. Tu fais mieux de rire quand je vais pousser des jokes, OK? OK, donc, ben moi, on me dit de parler de mon expérience personnelle. OK, donc là, quand je pensais au titre violence et santé mentale, bon, je me disais par quoi je pourrais commencer, qu'est-ce qui pourrait le mieux exprimer, montrer ce que j'ai vécu. Ben, tantôt, je me disais, quand j'étais jeune, mettons vers 7-8 ans, ma mère, elle est atteinte de maladie mentale, et puis quand c'était ma grand-mère qui s'occupait de moi le 3/4 du temps, et puis souvent ma grand-mère me disait, ta mère, quand elle est en crise, on ne sait pas, elle pourrait nous tuer quand on dort. Elle me disait ça, j'étais toute petite. Puis ça fait qu'aujourd'hui, j'ai 42 ans, puis j'ai encore peur de dormir toute seule. On reste marqué, hein. Fait que c'est ça, fait que la violence, je pense que c'est une forme de violence psychologique, en quelque sorte. Donc, on reste marqué très longtemps. Fait que moi, je me suis retrouvée plus tard borderline. Pas principalement à cause de ça, mais à cause de tout mon background. Bon, ben, je peux raconter en gros. Je viens d'un milieu extrêmement défavorisé. On était très pauvres. J'ai grandi sur l'aide sociale. Ma mère, comme j'ai dit, souffrait de maladie mentale, souffre toujours d'ailleurs. Laquelle exactement? Elle est schizophrène affective. Ça, vous êtes psy, vous devez savoir ce que c'est. Là, en tout cas, moi, c'est son psy qui me l'a dit, m'a expliqué, son psychiatre. Donc, quand j'étais petite, ma mère faisait régulièrement des épisodes psychotiques. Elle voyait apparaître Judas, Jésus, des choses comme ça. C'était très à thème religieux. Hein. Et puis, dans ce temps-là, il fallait l'interner. Donc moi, par exemple, en deuxième année, c'est un peu ceux qui ont vu le film Borderline, ben c'est comme dans le film, là, quand Sylvie Trudeau, vous la voyez apparaître dans la fenêtre de l'école en robe de chambre, là, ben ma mère, elle me faisait ça régulièrement. Donc, elle arrivait en robe de chambre, elle venait me chercher devant tout le monde. C'était horrible. Donc, j'ai passé ma deuxième année à avoir peur en regardant tout le temps la fenêtre de ma porte la fenêtre de la porte de ma classe, de peur que ma mère soit là. Je me rappelle, je regardais tout le temps. Non, je voulais pas qu'elle vienne me chercher. C'est parce qu'on comprend pas nécessairement non plus quand on est un enfant. Puis, ça fait un peu honte, hein, de voir sa mère en crise, hein, puis devant les autres, devant ses amis, on veut pas montrer ça. Donc, ce qui fait, quand j'étais petite, j'étais comme une petite mésadaptée. Des fois, je me trompe, puis je dis mésadoptée, c'est drôle. Alors, j'étais comme une petite mésadaptée. J'avais beaucoup de difficultés à l'école petite.
J'étais extrêmement nerveuse. On me donnait beaucoup de calmants pour me. C'était pas. Il n'y avait pas encore. Qu'est-ce qu'on donne aux enfants aujourd'hui? Pas du Rivotril, du Ritalin. OK. C'était pas le mot à l'époque, mais en tout cas, je carburais au calmant, petite. Et puis c'est ça. Donc, il y a une année où ma mère n'a pas été internée. Et puis, cette année-là, j'ai commencé de la première de ma classe. Et puis, c'est là que ça a commencé à bien aller pour moi, l'école, tout ça. J'ai vu que si j'étais bonne, on me disait « t'es bonne ». Et puis, il y avait de l'effet dans ce que je faisais. Donc, c'était que cette petite année-là de répit qu'il m'a fallu pour ensuite pogner mon air d'aller puis être correcte par la suite. En tout cas, durant mes études, fait que j'ai pu m'accrocher à l'école. Pendant ce temps-là, à la maison, c'était toujours le drame. J'arrivais fréquemment, quand je rentrais de l'école, j'avais toujours peur. Je me disais, ma mère, est-ce qu'elle a fait des crises? Est-ce qu'il y a des bouteilles de Quick qui ont été projetées sur les murs? Est-ce que vous savez, c'était juste c'était un drame comme ça, puis rajouter la pauvreté, puis... fait que c'est ça. Fait que j'ai grandi là-dedans. Et puis, plus tard, vers 11 ans, ma mère a fait une grosse tentative de suicide. Tout est écrit dans mon livre, en tout cas. Et puis, mais moi, pendant ce temps-là, je m'accrochais à l'école, beaucoup, beaucoup. Ça, j'étais bonne à l'école, ça allait bien. Donc, on continue. Puis, par la suite, au début de la vingtaine, vers 19 ans plutôt, j'ai commencé à... J'ai pogné la pente descendante, là. J'ai commencé à boire énormément, beaucoup, 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 beaucoup. Et puis, à courailler. Je couraillais. Moi, j'étais très bonne là-dedans. Oui, j'étais bien bonne. Pas aujourd'hui, par exemple. mais c'est ça. Alors, comme je m'aimais pas, c'était pas un langage que j'avais appris. C'est comme, vous savez, quand on vient d'un milieu défavorisé où les bases, il n'y en a pas de base dans le fond, là. Vous savez, tout est... c'est tout le temps comme ça fluctue. Alors c'est ça, j'étais défaillante dans ce coin-là. Je manquais de base intérieure. Donc, résultat, je ne m'aimais pas tellement. Je me trouvais nulle à chier le 3/4 du temps. Alors, je baisais avec d'autres garçons parce que eux, ils avaient l'air de m'aimer. Donc, c'est exprimé vite. Excusez, parce que je sais que j'ai que 20 minutes puis j'ai l'air de dire des grosses affaires. Mais aujourd'hui, je vous jure, ça va tellement bien. mais bon, il a fallu que je passe par tout ça pour arriver à ça aujourd'hui, là. Mais c'est ça. Donc, un jour, je suis allée voir le psychiatre de ma mère à l'hôpital Saint-Luc, puis ma mère, pendant ce temps-là, ma grand-mère avait commencé une folie à deux. Elle s'inventait des histoires, puis elle y croyait dur comme fer, les deux. Comme là, c'était rendu que le psychiatre de ma mère, c'était le fils que ma grand-mère avait abandonné quand elle avait 18 ans. Une histoire que je ne savais même pas. Et puis pour eux, c'était vrai, là, parce qu'elles avaient tendance à tout ramener dans un tout petit monde. C'est vraiment une folie à deux. Puis ce qui ne collait pas en plus, c'était que le psychiatre de ma mère est algérien. Donc, ça ne marchait pas. Mais bon, alors, je voyais bien, je les aimais, là. J'aime ma famille. Ma grand-mère est décédée depuis, mais c'est vrai que c'était une bande de folles. Ça fait que il fallait vivre là-dedans. Fait que, donc, je suis allée voir le psy de ma mère, puis j'ai dit, moi, ça va pas. J'avais de plus en plus d'idées de suicide, parce que c'est ça, je me mets toujours pas, puis l'alcool aidant pas, hein, mais ça me donnait de l'assiette, je buvais pour être avec le monde. Puis après, c'était un dépresseur, fait que le lendemain, j'étais tout croche, fait qu'il fallait que je recommence à boire comme un trou pour être mieux avec tout le monde, puis là, c'était même à tous les jours. Alors, je suis allée voir le psy de ma mère, je lui ai expliqué. Et puis, ça n'a pas tardé. En 2 semaines, ils m'ont pris. Je devais être vraiment sur la pente descendante. Ils m'ont pris en 2 semaines, un petit moment, avant d'avoir droit à un psychiatre. Dans le CHUM, ça prend du temps. Moi, ça n'a pas trop tardé. Et puis c'est ça. J'ai commencé une thérapie. J'ai adoré ça. Au total, j'ai fait à peu près 10 ans de thérapie avec 2 psys, parce que c'est pas que la première était écœurée de moi, c'est juste qu'il a fallu qu'elle aille faire elle était nouvellement psychiatre, donc il fallait qu'elle aille faire son internat à l'extérieur de Montréal. Il y a une règle, je ne sais pas trop c'est quoi, là, mais bon. Alors, j'ai fait 4 ans avec elle et puis 6 ans avec la seconde, qui était une psychiatre d'analyse jungienne, un mastodonte de la... Vraiment, là, c'était... Wow! était spectaculaire, là, vraiment, là. Et puis, elle était très confrontante, autant que la première était freudienne, elle me laissait parler beaucoup, beaucoup. Et puis, ponctuait. Et puis, mais c'était parfait. J'en avais besoin. Et puis, la deuxième était confrontante. Puis, c'était mon inconscient qui l'intéressait. Fait que je pouvais être bien n'importe comment, s'en foutait. Et puis, donc, c'est ça. Elle me dit que, finalement, pour m'en être sortie, j'étais pas mal résiliente. C'était ça. Je réussissais à pas être avalée. J'avais réussi à pas être avalée par toute l'espèce de misère familiale, la glu familiale. Puis, j'ai réussi
pendant tout ce temps-là, quand même, à écrire dans mon coin. J'écrivais tout le temps. Fait que je me suis accrochée à la littérature, puis c'est ça. J'ai commencé à faire un roman, Borderline, le premier. Et puis, c'est ça, je l'ai fait en 9 mois. C'était vraiment comme un accouchement. Puis, c'est drôle, je voulais avoir une couverture. Je voulais que ma couverture soit rouge, mais je ne savais pas pourquoi. Et puis, ma psy, elle a dit, c'était comme je m'étais mise au monde avec ce livre-là. C'était comme si je m'étais accouchée. C'est pour ça que je voulais avoir une couverture rouge. Mais maintenant, il y a la couverture qui est en poche, fait que c'est une couverture d'une couleur, mais au départ, le livre était rouge. Fait que c'est ça. Fait que l'aventure a commencé, l'aventure de l'écriture. Puis ça n'a pas lâché depuis. J'ai fait mes 3 premiers romans portent beaucoup sur la famille, la folie, énormément. J'ai décortiqué de long en large la vie familiale dans laquelle j'avais grandi, le borderline que j'avais. Je dis que j'avais parce qu'aujourd'hui, ça va tellement bien. Ça va super bien. Même ma psy, à un moment, me disait vous n'êtes pas crédible comme cas parce que vous voulez tellement vous en sortir là, que elle dit, je peux même pas vous enseigner à l'université. J'étais volontaire. Et d'un fois, je me présentais à ma thérapie, là, puis j'arrivais 20 minutes avant, même qu'un jour, ma psy m'avait oublié. Une fois, elle est tombée endormie devant moi. Je l'ai pas pris personnel. Fait que c'est ça, fait que donc c'est ça. Puis c'est ça, là, je sais pas combien de temps qu'il me reste, je parle vraiment vite. C'est beau, ok, parce qu'elle m'avait dit je vais agiter des affaires là, fait que je la check tout le temps. Donc c'est ça. Alors j'ai écrit 3 romans, j'ai écrit une série pour ados qui s'appelle Psy malgré moi. Vous voyez comment les psys dans ma vie ça revient souvent. C'est 13 épisodes où c'est une ado qui a 15 ans à peu près. Ça, je vous le raconte parce que ça peut vous aider d'un fois si vous avez des cas, des ados, entre autres. Une adolescente qui vient de perdre sa sœur est décédée. Et puis, elle se retrouve dans une nouvelle école. Ses parents ont décidé de déménager. Sa mère, elle souffre de dépression suite à la perte de sa fille. Son père est ingénieur, puis il se réfugie dans les mathématiques. Et puis, elle a 15 ans, 14 ans, et puis elle doit s'occuper de son petit frère qui a 5 ans, puis qui fait pipi au lit tout le temps. Puis, comme il vient toujours dormir dans son lit, il pisse dans son lait à elle, fait qu'elle a l'impression qu'elle se réveille tout le temps avec le dos ratatiné. Donc, c'est ça. Et puis à l'école, ça va pas bien. La nouvelle école qu'elle fréquente, ça va pas bien. Elle manque de se faire planter en arrivant par la toffe de l'école. Mais elle se retrouve à gérer le problème de la sœur de la toffe de l'école qui pense qu'elle est enceinte. Et puis, comme ça, elle commence à être psy malgré elle. Les jeunes, comme elle est bonne, les jeunes viennent la trouver tout le temps pour l'aider. Pour qu'elle les aide tout le temps dans toutes sortes de petits problèmes, problématiques, taxage, les peines de cœur, toutes ces choses-là à l'adolescence. Donc, c'est ça. Alors, ça, c'est pour Psy malgré moi. Si jamais vous avez des jeunes cas, il doit en avoir qui travaillent avec des ados ici, j'imagine. Oui, non, OK. Oui, bon, il y en a 2. Alors, c'est ça. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. J'ai parlé très, très vite. Je m'excuse parce qu'habituellement, je peux m'étirer pendant 1h30. Mais là, je voulais tellement fitter dans le temps que j'ai l'impression que vous allez avoir tout lancé ça, puis débrouillez-vous avec ça. Si ça ne marche pas, lisez mes livres, puis regardez mon film. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Non? OK. Ben oui, j'ai fait ça le plus vite possible, je me suis ajustée. Bon. Mais là, on est en train de voir vos paroles. C'était ça l'idée. Alors, il semble qu'il y aurait quelqu'un peut-être qui avait une question. Si vous voulez vous présenter au micro, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Jacobine Sekam, des centres jeunesse de la famille Bacha. Et ma question à vous, pendant vos difficultés, vous êtes en quelque sorte resté dans votre famille. Oui. Si, par exemple, on vous avait placé dans une famille d'accueil, est-ce que vous pensez que vous auriez eu la même résilience? Parce que nous, j'ai un cas comme ça, et l'enfant a été placé jusqu'à ses 18 ans. OK. C'est ce que j'aimerais comprendre. Je sais pas, c'est drôle, je m'appelle Marie-Cécile, avec les ici, je suis pas bonne. Hein. Je sais jamais que, forcément, j'ai grandi dans ce milieu-là, donc c'est difficile pour moi de voir ce qui aurait pu être autrement.
J'ai une de mes copines qui est écrivaine et puis son amie est juge. Et puis elle devait trancher pour un cas comme ça, d'une enfant qui grandit avec une mère atteinte de maladie mentale dans un foyer mouvementé. Et puis la juge, elle n'arrivait pas à se décider. Puis mon amie lui a dit, elle dit, lis les livres de Marie Sissi, ça peut te donner des cues. J'ai une petite sœur, j'en parle pas souvent, elle n'est pas dans mes livres non plus, par respect pour elle, je voulais pas trop en mettre non plus. Et puis, on était menacés d'être placés longtemps. Moi, j'avais une travailleuse sociale quand j'étais petite, et puis ma sœur, elle avait une psychologue. Donc, il y avait des gens qui étaient pas loin de nous, qui nous surveillaient, mais c'était très fermé. Hein. Chez nous, ma grand-mère, plutôt, c'est drôle le lapsus. Hein. Ma grand-mère, c'était ma mère c'était ma sœur. Les familles dysfonctionnelles, c'est ça. Hein. Les rôles sont vacillent. Donc, je sais pas, mais c'est correct que j'ai grandi là-dedans, c'est correct, parce que ça me donnait une certaine profondeur, hein, puis c'est bon aussi pour écrire, mais aussi non seulement pour écrire, mais comme être humain, je trouve. J'ai une compréhension des choses peut-être un petit peu plus large, quoique des fois j'ai le dos trop large, j'arrive pas à voir les limites, hein, justement, j'ai eu un problème de limite, c'est pas pour rien, c'était trop large, mon acceptation. Donc, puis aussi le fait d'avoir grandi dans une famille dans la maladie mentale, j'ai comme appris vite, c'était quoi l'instinct de survie aussi. C'est quoi avoir accès à l'inconscient facilement pour écrire. C'est fabuleux pour les artistes. C'est fabuleux. Boris Cyrulnik, vous devez connaître, là, il dit qu'il y a beaucoup d'artistes résilients qui viennent de familles fuckées. Et puis, il y a une belle petite image pour ça. Il dit, c'est comme les huîtres. Les huîtres, pour se débarrasser des saletés, elles produisent du nacre, elles produisent des perles. Donc, les artistes, pour se débarrasser des saletés, c'est un peu le même principe. Hein? Ils produisent des œuvres. Fait que tout ça, tout ce bagage-là m'a aidé, moi, pour aujourd'hui pouvoir écrire, pour pouvoir travailler pour la compréhension, pour être là-dedans. Mais si je regarde mon parcours, non, je suis contente d'avoir eu ma famille quand même. C'est une bande de folles, mais non, c'était correct. Hein? Puis c'est drôle parce que mon nom de famille, c'est Labrèche, et puis il paraît que quand ils attribuaient les noms de famille, au début, hein, au Québec, dans le temps Ville-Marie, là, quand ils attribuaient les noms de famille, c'était selon le métier. Il y en avait comme, je sais pas, Pierre Boucher, parce que c'était le boucher, ou le charpentier, parce que l'origine des noms au Québec, il y en a beaucoup qui viennent de ça. Et puis, on disait des gens qui étaient fous, qu'ils avaient une brèche dans la tête. Fait que c'est drôle parce que je viens d'une lignée de madame, parce que j'ai oublié de dire, ma grand-mère aussi avait un épisode psychotique qui a duré 8 ans. Elle a perdu 2 petites filles, et puis elle a craqué après, puis ça a duré 8 ans, puis c'est là qu'elle a eu ma mère. Donc, quand elle était petite, elle s'occupait pas de ma mère. Elle était pas là pour elle. Fait que, des fois, ça a des conséquences tout le temps, ces affaires-là. Je sais pas si maintenant il y a la réponse. Est-ce que ça peut être génétique? Mais en tout cas, au moins, on sait que ça fragilise beaucoup. Hein. Quand la maladie mentale est quelque part, ça fragilise. Puis forcément, si je viens avec le thème, il y a de la violence forcément qui est là. Hein. Comme j'ai dit tantôt en commençant, tu sais, une enfant qui se fait dire ça, là, ta mère peut nous tuer quand on fait dodo, là. Puis ça, c'est son oublié que ma grand-mère me disait tout le temps, c'est de ta faute si ta mère est folle. Fait que c'est pas pire, il y a de la violence, hein, quand même. Je collais avec le thème. Eh bien, Madame Labrèche, d'abord, vous remercier parce que ça introduit tout à fait le thème de la journée. J'avais fait un petit peu exprès pour ne pas nommer le thème, vu que vous êtes notre présidente d'honneur. C'est intéressant ce que vous nous avez dit parce que ça vient parler de nos résonances aussi. Alors, nous, comme intervenants, comme membres des tables de concertation, et des impacts aussi, des impacts sur les enfants, des impacts sur la famille. Alors, dans quelques minutes, on aura une suite à ça. Peut-être vous remercier de votre sensibilité puis de votre générosité, bien sûr. Merci.